tout en bas, tout en bas, tout en bas de l'échelle des classes et des races. Parce que la France, si bonne, essaie de nous faire croire que en France, il est juste question d'une lutte de classe par magie, parce qu'elle a décrété dans sa constitution que nous sommes libres et au bon droit. Donc, monsieur, dont j'ai oublié le nom, parce que pour moi, il était aussi insignifiant que je ne l'étais pour lui, sans doute, avant que les médias me diabolisent. Monsieur Président, je crois, de la LICRA, si quelqu'un connaît son nom, qu'il le jette en pâture au peuple, et je le répéterai. Jacques Lipovic, je crois. Je n'ai pas le nom, mais ça ressemble à ça. Cet homme-là a estimé qu'il n'était pas bon de hiérarchiser les racismes, parce que nous avions une pensée qui n'était pas illégitime, tellement il est mal à l'aise et qu'il sent qu'il ne peut pas vraiment nous piétiner, parce qu'il sait que quelque chose se joue, mais il dit que notre pensée est dangereuse, parce qu'on hiérarchise le racisme. Mais, est-ce que c'est nous qui parlons de lutte contre le racisme et l'antisémitisme? Hey, les médias, régalez-vous, fatiguez-vous après avoir fait de moi un nègre violent, un cannibale, un mangeur de blanc. Maintenant, faites de moi un antisémite, parce que c'est là où vous allez chercher à en venir. Cherchez, je vous attends, je vous le redis. Est-ce nous qui hiérarchisons le racisme alors que l'on parle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme? L'antisémitisme n'est-il pas un racisme comme les autres? Alors écoutez-moi, soit tous les racismes sont généralisés, soit tous sont regardés dans l'œil de leur particularisme. Et nous n'avons attendu l'autorisation de personne, et surtout pas du président de la LICRA, pour définir le racisme qui extermine les Noirs depuis des siècles. Et nous l'avons appelé négrophobie. Si vous êtes en droit d'appeler votre racisme antisémitisme et que la France l'autorise, nous prenons le droit d'appeler le nôtre par son nom. C'est un racisme anti-noir et non pas un racisme. Et nous invitons les unes et les autres à comprendre que ce qui s'est passé toute cette semaine est très important. Parce que la diabolisation dont j'ai été victime à travers mon groupe Brigade Collective Anti-Négrophobie, mais aussi à travers le collectif contre Exhibit B, cette diabolisation, comprenez-le, les médias disaient ne pas me connaître avant. En une semaine, je suis devenu le diable incarné. C'est ce qui arrivera à chacun, chacune d'entre vous lorsque vous oserez lever la tête. Sabrina, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu pourrais nous dire la raison de ta venue ici? Alors moi je suis membre du collectif contre Exhibit B. C'est un collectif qui s'est rassemblé de manière complètement informelle avec différentes aspirations, différentes personnes de différents horizons, politisés ou non.
Et donc, alors voilà, la réunion de ce collectif, c'est justement voilà, cette pièce-là, Exhibit B, mais qui, comment dire, derrière elle, draine un certain nombre de questions qui nous intéressent. Voilà, ce qui pose problème dans cette pièce, parce que j'imagine que ça fait partie aussi de la question, c'est l'instrumentalisation du corps noir pour choquer le blanc. Est-ce qu'on peut dire ça? Parce que Brett Bailey le dit lui-même, il explique que son exposition est destinée à un public blanc et faite pour le choquer. Donc nous, notre idée, c'est que oui, son œuvre a fonctionné. Et effectivement, il a choqué une partie du public noir et autres. Voilà, moi je ne suis pas forcément noire, mais je suis pour autant choquée également. On a toujours les mêmes ressorts, c'est-à-dire le noir présenté dans une position de victime, hein, d'oppressé, jamais la vision de l'oppresseur. Bon, ça, peu importe, parce que là, ça serait critiquer l'œuvre artistique dans son ensemble, et ça ne m'intéresse pas tellement. Mais, comment dire, tout cela nous fait émerger un certain nombre de questions, à savoir la question de la place de l'homme noir dans le théâtre, dans l'histoire, la question de ces représentations-là, la question En éternelle victime, quoi. En éternelle victime, et aussi la question des modèles noirs, des luttes, voilà, qui ne sont jamais incarnés. On aurait pu faire ça d'une autre façon et présenter de cette manière-là. On a vraiment l'impression d'un zoo 2014 reconstitué, hein, cette fois-ci pour qu'on puisse se recueillir une espèce de... Moi, je sais pas, il dit qu'il veut choquer un public blanc, mais moi, j'ai envie de dire que ce public blanc contemporain, de moi, ce que j'en ressens, n'a pas besoin d'en arriver là. Je trouve ça un peu absurde. D'ailleurs, moi, je n'ai aucun reproche à faire aux Français blancs contemporains sur ces questions-là. Je pense que les eaux humains, ça a été une politique, hein, déjà une instrumentalisation de l'État-nation de l'époque. Je pense que les gens... L'exposition coloniale. Avec l'exposition coloniale, et que, bon, même si là on veut faire réfléchir sur cette question-là, voilà, le public d'aujourd'hui n'est pas coupable, hein, et que de leur jeter comme ça la culpabilité au visage, moi ça me fait sourire. Je trouve ce spectacle cheap. J'ai pas de traduction en français, mais reproduire le zoo pour dénoncer le zoo, je trouve ça absurde, et c'est la raison pour laquelle on est là. Et essentiellement pour faire émerger ces questions-là de représentation, hein, de cette histoire-là, hein, des eaux humains, mais de toute la question coloniale de manière plus profonde dans son ensemble, dans nos livres, hein, dans l'éducation nationale, qu'on puisse, hein, poser ces questions et faire émerger toute cette histoire, hein, qu'on vive ensemble. D'ailleurs, j'ai rencontré une femme au sortir du théâtre Gérard Philippe qui me disait qu'elle avait trouvé passionnantes les écritures. C'est très marrant d'utiliser ce terme-là, était professeur, etc. Et dis-moi, ce qui m'a passionné dans l'expo, c'est les écritures. Et je lui ai dit, mais l'homme derrière qui se tenait debout dans la parade de ses ancêtres, pseudo-apparat, hein, parce qu'il est censé ressortir, hein, dans le regard toutes les émotions, hein, et toute la culpabilité. Comme des acteurs. Des acteurs, etc., qui sont censés vous regarder et donc à ce moment-là, vous culpabiliser puisque vous voyez le regard de... Bon, j'ai envie de dire, si c'était vraiment le cas, il pourrait jamais, aussi bon acteur qu'il soit, et sachant qu'il fait travailler, hein, des amateurs. Hein, mais bon, il pourrait jamais leur faire ressortir cette émotion. Sachez bien que cet exhibit là convoque non seulement anachronisme et approximation. Vous voyez, parce qu'il n'y avait pas que des noirs dans ces expositions, faut le savoir. Mais bon, là, on a décidé de l'instrumentaliser comme tel. Voilà. Et donc, elle disait qu'elle n'avait pas fait attention à ce personnage derrière l'écriture. Donc finalement, vous voyez, les gens... Il l'a tapé à côté, quoi. Ben, je sais pas. En tout cas, là, ce qu'il en ressortait avec cette femme-là, après, voilà, c'était, voilà, elle n'avait pas fait attention, mais elle avait été passionnée. Et je lui disais, très justement, que moi aussi, j'étais passionnée par cette histoire et qu'on pouvait éventuellement, voilà, la regarder autrement, ensemble, et faire, communauté, ensemble, autour de cette histoire, sans pour autant heurter une partie de notre population française qui se trouve là en souffrance, et c'est bien pour ça qu'elle est là. D'accord. Qu'est-ce que tu penses du fait que les organismes dits antiracistes ou antiracistes, hein, ça dépend de quel côté on se place, comme le MRAP et la LICRA ne dénoncent pas la tenue de... La LDH. Ah ouais, la LDH aussi. La LDH, ah oui, la liberté d'expression, la sacro-sainte liberté d'expression. Je pense que ce serait avouer leur culpabilité sur quelque chose qu'ils n'ont pas senti. Eux qui sont quand même censés être les défenseurs de toutes les causes antiracistes, ce serait se remettre en question.
et dire oui, là il y a eu quelque chose qu'on n'a pas senti. Donc je pense qu'ils insistent sur le... Voilà, et je pense que cet entêtement est dû à cela. Bon, moi j'ai juste envie de leur dire, c'est ni agressif de notre part, comme ça a été démontré dans les médias, parce qu'on a parlé de noirs agressifs, virulents. Virulent, les termes ont été posés comme tels et de manière répétée. Il y a une volonté de diabolisation de ce mouvement. Ouais. Voilà, il y a une volonté de diabolisation de ce mouvement, et il faut savoir que nous, on en appelait avant tout au débat sur ces questions. Nous n'avons pas été entendus. Voilà. Concernant la diabolisation faite par les médias dominants, entre guillemets, on a souvent parlé de communautarisme. Qu'est-ce que ça t'inspire? Écoutez, moi je me désolidarise de ces propos. C'est la première fois d'ailleurs qu'on me renvoie justement à cette image. Qu'il y ait des communautés qui soient plus sensibles à des thématiques, ça s'explique par l'histoire. Maintenant, je ne vois pas en quoi notre mouvement est communautariste, avec toute la diabolisation que ça implique. Moi je suis vraiment très heurtée par cette vision des médias qui nous ferait passer du descendant d'indigènes ou d'esclaves aux sauvages, et justement qui nous refuse le droit au protagonisme, comme tout un chacun, et de manière unanime. Voilà, donc ce sera... Merci. On s'est rassemblés aujourd'hui devant le 104 parce que c'est face au mépris d'un État français qui refuse d'entendre notre parole, le fait qu'on lui dise qu'il y a un spectacle raciste qui est en train de se dérouler, et qu'au lieu de nous entendre et de voir comment on peut solutionner la question, il envoie toujours plus et toujours plus de police, et une police armée. Donc le 104, après qu'ils aient vu qu'au TGP à Saint-Denis, le spectacle a pu être protégé avec une police armée, ils ont relancé la même machine ici. Donc on a dit qu'il fallait poser notre parole ici, en sachant que notre but avait toujours été de prévoir ce jour-là pour poser une parole politique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi vous dénoncez, qu'est-ce que vous lui reprochez à cette exposition? C'est-à-dire ce qu'on reproche à cette exposition, c'est le racisme invisible qu'elle peut véhiculer. On est en train de dire à M. Brett Bailey qu'il ne suffit pas de dire qu'on est antiraciste pour être antiraciste. C'est-à-dire plus exactement que, si je donne une image, si quelqu'un prétend ne pas avoir le sida, il ne suffit pas qu'il dise pour ne pas transmettre à son insu le sida. Et le racisme, c'est exactement pareil. Brett Bailey, comme nous, est éduqué avec des préjugés racistes et tout ce qui s'ensuit. Il peut, sans en avoir conscience, en véhiculer. Et on trouve que son œuvre, en étant partielle et réductrice, justement véhicule un racisme, puisqu'elle montre que les Noirs en termes de victimes, jamais leur position de résistance ou de Noirs debout, et elle montre aussi jamais les Blancs, donc les criminels ne sont jamais mis en image. Donc pour nous c'est raciste. Et à ceux qui vous accusent de censure, vous leur répondez quoi? On répond que l'esclavage, autant où elle était perpétrée, autant où l'esclavage était perpétré, on disait que c'était pour notre bien et c'était au nom de sacro-saints principes comme ceux qui prétendent lutter contre la censure. La colonisation a été perpétrée contre nous, aussi au nom de sacro-saints principes qui ressemblent à ceux de la censure. Nous on dit on ne sera pas intimidé par de sacro-saints principes, entre guillemets, blancs, qui visent à maquiller le racisme d'État qui nous cible chaque jour. On n'en a rien à foutre en gros. Le public, l'expo va commencer à 16h, le public est attendu. Le but c'est quoi? C'est de les empêcher d'entrer? Non, notre but là aujourd'hui, ce qu'on devait faire, on l'a fait pour donner des biscuits aux médias pendant les 4 jours. Notre but aujourd'hui, c'est de poser une parole politique et de rappeler que l'on divorce, de rappeler officiellement que l'on divorce avec les associations antiracistes françaises et que dorénavant, on va prendre en charge la question de la lutte contre le racisme. Parce que la LICRA, le MRAP et plein d'autres associations antiracisme, ont soutenu cette expo, soutiennent cette exposition. Oui, comme auparavant, les colons qui prétendaient faire les choses pour notre bien soutenaient l'esclavage, comme les colons qui prétendaient faire les choses pour notre bien ont soutenu la colonisation, et on estime que eux, dans leur posture de blanc, entre guillemets, c'est-à-dire de blanc au sens colon, etc., ont une attitude paternaliste dès lors où ils prétendent, eux, avoir compris l'œuvre de Bailey, mais nous ne l'aurions pas compris. Nous, en tant que Noirs, nous n'aurions pas l'intelligence suffisante pour être en mesure de décrypter si l'œuvre est raciste ou pas. Nous affirmons que l'œuvre est raciste, même si c'est à l'insu de M. Bailey, et s'il va apprendre à combattre le racisme, dans ce cas qu'il vienne prendre des leçons chez nous, on lui en donnera. Voilà. D'accord, merci. J'avais une dernière question, mais je ne sais plus. Voilà, merci beaucoup. Ah oui, une dernière question. Elle va peut-être être... le parallèle est peut-être bizarre, mais
On a beaucoup parlé des questions raciales aux États-Unis, avec ce Michael Brown qui a été tué par un policier blanc. Là, vous faites référence à cette présence policière. Est-ce que le parallèle est valable pour vous ? J'ai même du mal à comprendre pourquoi vous dites que le parallèle va vous paraître un peu bizarre, parce que pour nous, c'est même pas un parallèle, c'est une nécessité. C'est-à-dire que dans le sens où ce qui se fait là, il faut savoir que ça s'était fait d'abord en Angleterre. Ils ont réussi à l'annuler. Brett Bailey, lui, pense qu'on est en train de suivre comme des singes mimeurs ce qui a été fait en Angleterre. Non, c'est pas ça. C'est une prise de conscience internationale, pas contre son œuvre, mais contre le fait que le racisme d'une manière générale et le racisme d'État en particulier peut s'appliquer et doit être combattu de manière internationale. Ce qu'ont fait les Anglais, nous le relayons, et d'autres relayeront ce qu'on a fait, de manière à ce que le racisme ne se combatte pas de manière isolée, mais de manière internationale. Donc ce qui s'est passé aux États-Unis avec Michael Brown résonne parfaitement ici, parce qu'ici, la France a son lot de crimes racistes, même si elle ne l'appelle pas comme tel, elle est plus à l'aise de les désigner comme tels lorsqu'ils ont lieu aux États-Unis, mais ne parle jamais de la dimension racisme des crimes policiers lorsqu'ils ont lieu en France, parce que la France est recouverte du mythe du pays des droits de l'homme. Ce mythe auquel nous ne croyons pas, puisque nous en sommes la preuve vivante, marquée du sceau du crime contre notre humanité que la France a perpétré contre nous. Vous allez rester ici jusqu'à jeudi, vous allez revenir tous les jours ? Non, non, il n'est pas question de ça, comme je vous ai dit. Là, la question, c'était de poser une parole politique. Et c'est ce qu'on voulait faire depuis le début, mais on savait que les médias ne nous auraient pas écoutés. Donc on a donné les biscuits de la simulation de la violence pour être sûr qu'ils seraient là ce jour J. Et ce jour J, ils sont là et on relaie notre message. Notre message est politique. C'est une organisation qui partira de la rue avec les termes de notre débat. Et nomme comme l'État français et les associations antiracistes qui sont à sa solde nous l'imposent. Et justement, ne pas inciter sur le rassemblement pacifique, c'est important. J'ai pas compris. Insister sur le fait que ce soit un rassemblement pacifique, c'est important, parce que vous parlez de simulation, comme si les médias étaient là en attendant qu'il y ait des violences. C'est ce que... Voilà. C'était votre impression ? Donc non, c'est pas notre impression, c'est une certitude. On sait comment est traitée l'actualité et on a l'habitude. Nous, vous que vous me voyez là, nous sommes les porte-drapeaux à notre insu de l'insécurité. Ça a été toute une politique de propagande qui a réussi à faire croire que cette réalité était une réalité effective. Donc nous en sommes conscients. Et donc ce que nous disons, c'est que nous n'avons jamais appelé à un rassemblement pacifique. Nous disons que si on nous frappe, on frappe. Si on nous crache dessus, on nous crache dessus. Si on nous respecte, on respecte. C'est ça. Voilà notre position. Voilà, merci. J'ai une question. Est-ce que vous faites un parallèle entre l'exposition coloniale qu'il y a eu il y a plus d'un siècle et ce genre d'exposition ? En fait, la dernière exposition coloniale en France a eu lieu en 1950. Non, en Belgique en 1958 et en France un tout petit peu avant. Donc il n'y a pas plus d'un siècle déjà dû. Mais c'est pas pour vous reprendre, c'est pour vous l'expliquer. Et l'autre chose, c'est de dire qu'il y a eu aussi quelque chose qui se rapproche de l'exposition coloniale à Nantes dans les années 80. Il faut regarder la date précise, vous tapez sur Google. Il y a eu un village africain constitué d'Ivoiriens avec des femmes seins nus pour promouvoir, c'était comme un espèce de parc grandeur nature, etc. Et il y avait un village africain à l'intérieur de ce parc. Donc vous voyez, la tradition des os humains n'est pas réellement finie dans l'inconscient collectif, etc. etc. Donc pour nous, ce spectacle reprend le visuel, l'esthétique des os humains, justement en l'esthétisant, en prétendant en faire de l'art. Mais on dit qu'en le faisant, il ne montre qu'une vision partielle et raciste de cette vision, puisque dans cette vision, on ne voit aucune trace de l'opposition. Ça ne parle pas que des eaux coloniales, il prétend parler aussi de l'esclavage. Il y a eu des nègres marrons, il prétend parler des sans-papiers qui se font expulser et qui meurent étouffés, mais on ne voit pas les policiers qui les étouffent, et c'est ça qui nous pose problème. Donc on parle bien d'une vision raciste, même si Brett Bailey l'a fournie à son insu. D'accord. Comment vous interprétez le fait que des historiens comme Pascal Blanchard ne condamne pas ce genre d'exhibition? Il défend son beefsteak. Déjà, il est subventionné par des gens qui doivent lui taper sur les doigts s'il se mettrait à dire le contraire. Et en plus, il rappelle, je ne dis pas qu'il l'est, mais il rappelle, si vous connaissez un peu la colonisation, le blanc le plus médiocre qui existait en France, qui pouvait être à la limite de la clochardisation, quand on l'envoie en Afrique, il est chef de file de tous les Africains. Donc Blanchard, en étant peut-être le plus médiocre des spécialistes de l'histoire, il a trouvé un créneau dans l'histoire des spécialistes de l'histoire
l'histoire de la question noire, etc. Et bizarrement, c'est lui qui l'apprend et pas un noir. Donc effectivement, on nous dira que quand on dit ça, ça veut dire qu'on est contre le fait qu'un blanc s'attaque ou en tout cas représente l'histoire ou la question noire. Mais en fait, on est dans le fait que ça reproduit des mêmes schémas. Ou un blanc, d'où qu'il vienne, peut devenir un spécialiste de la question noire. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que si on prend, on ne verra jamais de noirs spécialistes de la question blanche ou de l'histoire de France par contre. C'est ça, je veux dire, il n'y a pas d'égalité dans le traitement à ce moment-là. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, parmi les médias dominants, on parle souvent de communautarisme pour essayer de diaboliser votre mouvement? Qu'est-ce que vous leur répondez? Non, on répond à cela que c'est une vraie ruse, une ruse de bonne guerre quand on est à la solde du racisme d'État français, parce que dans ce moment-là, on s'attaque aux effets et jamais aux causes. C'est-à-dire que le communautarisme, c'est un repli sur soi. Ce au quoi je ne m'identifie pas, mais je l'explique, c'est un repli sur soi qui est orchestré par des gens qui ont le sentiment et qui ont la certitude d'être victimes d'une injustice. C'est-à-dire qu'à un moment, l'État ne fait pas son boulot et que des gens sont obligés de le faire eux-mêmes. Mal ou bien, mais à un moment, ils sont obligés de le faire eux-mêmes. Ils ne l'ont jamais pensé comme ça en étant enfant, mais d'un coup, le poids de l'injustice fait que. Donc l'État français devrait plutôt regarder les conditions dans lesquelles s'est orchestrée cette injustice, plutôt que regarder les effets et les conséquences de cette injustice. Donc pour moi, c'est une mascarade qui consiste encore à faire de nous les porte-drapeaux de l'insécurité et non pas de comprendre que l'État dans lequel on se trouve n'est que la conséquence de l'injustice coloniale, néocoloniale et esclavagiste française. Très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.